Avec quoi tu repars? Je pense qu'ensemble, on va pouvoir réussir. Ce qui est important, c'est surtout de rassembler le plus de personnes autour de nous pour pouvoir avancer. Nous sommes à Aix-les-Bains, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Toucher le public à faibles ressources. Quel levier pour favoriser les départs? Je suis Justine Gracio, je suis chef de projet au sein du bureau d'études Atemia et donc j'ai animé un des ateliers de l'après-midi qui concernait les publics à faibles ressources, comment pouvoir les faire partir. Alors on a évoqué déjà les différents publics. En fait, les publics qui ne partent pas, ils sont bien plus nombreux que ce qu'on peut imaginer, dans le sens où on va avoir à la fois des jeunes, des publics qui vont avoir entre 4 ans, 17 ans et qui sont plutôt la cible qu'on appelle les colonies de vacances. On va aussi avoir des seniors qui ne sont pas habitués à partir, qui n'ont pas eu forcément cette occasion. On peut aussi avoir des publics d'aidants familiaux, par exemple. Et puis on va aussi avoir plutôt la catégorie des salariés, eux qui sont aidés via notamment les CSE. On avait notamment l'un des intervenants qui est directeur d'un CSE. Alors a priori, selon les sources, on est quand même plutôt autour de 40% de non-partants en France. Là, on est en montagne et il y a un chiffre que j'ai retenu, c'est que quand on parle de vacances au sport d'hiver, en fait, ça concerne 8% des Français. Donc c'est très faible et malgré tout, médiatiquement, on en entend beaucoup parler. Donc on l'a évoqué notamment dans la plénière ce matin, mais un pouvoir des médias qui aujourd'hui donne peut-être une mauvaise impression des réalités en termes de départ. Ce qui s'est dit, c'est que il y avait vraiment un enjeu à travailler le pilier du tourisme social. On parle de tourisme durable, il y a plusieurs sphères. La sphère environnementale, elle est vraiment traitée assez fréquemment finalement. C'est d'ailleurs souvent via ce prisme-là qu'on l'évoque. Mais l'aspect tourisme social, sociétal est toujours un petit peu oublié. Donc ce que j'ai retenu, c'est que dans la salle, finalement, les acteurs étaient tous assez preneurs d'initiatives qui avaient fonctionné. On a beaucoup évoqué des initiatives dans le nord de la France, dans l'ancien bassin minier. On a évoqué aussi des initiatives qui avaient été menées avec les parcs naturels régionaux du Massif central pour essayer de faire partir des publics moins loin avec des démarches plutôt durables, mais en étant toujours dans cette dimension sociale. Donc on a évoqué ça et on a évoqué aussi le paradoxe finalement de parler de tourisme durable et d'évoquer ce côté social. Est-ce qu'on n'est pas quand on parle de tourisme durable, est-ce qu'on n'est pas uniquement sur un tourisme qui est réservé aux bobos finalement, parce que pour les colonies de vacances, pour tenir un budget colonies de vacances, en essayant d'utiliser des modes de transport qui soient décarbonés, c'est impossible. La SNCF n'a pas de politique de groupe, pour les départs en train. Pour faire manger du bio, c'est pareil, c'est compliqué parce que on est sur plus de 20% par rapport à un tarif de produits classiques, et donc il y a tout cet enjeu-là à travailler et essayer de trouver un point médian entre ces différentes sphères du tourisme durable. Donc Lilian Nobilet, je suis le directeur du CSE Michelin à Clermont-Ferrand. Donc c'est vous qui donnez l'occasion, en tout cas aux salariés, c'est ça, de partir en vacances. Oui, les vacances sont un de nos premiers, c'est même le premier poste de dépense du CSE, c'est-à-dire qu'on a vraiment une action d'accompagnement et d'aide au départ très très volontaire. La question de la ressource, c'est pas que la ressource financière, c'est aussi la question de l'accompagnement au départ, l'accompagnement à un renouvellement des imaginaires du voyage. J'ai cité un exemple, deux situations, la question des colonies, où on s'est rendu compte après le Covid que il y avait une très forte désaffection des départs en colo des enfants d'ouvriers et d'employés. On a eu une politique très volontaire d'accompagnement, de sensibilisation avec j'aime bien la citer parce que on a fait un très bon travail ensemble, la Rouéven,
d'accompagnement et de sensibilisation des familles en fait, c'est de réassurer. C'est-à-dire que on a fait une enquête qui a montré que les familles qui elles-mêmes n'étaient pas parties en colonie de vacances enfants, les parents qui n'étaient pas partis enfants en colonie de vacances avaient une représentation qui était très restrictive des colonies et essentiellement liée à des enjeux de sécurité, c'est qu'on n'a pas confiance et on souhaite pas confier nos enfants. Donc on a fait un gros travail d'accompagnement, soit en faisant vivre une journée de colo à une famille typique, départ en car, les chants dans le car, puis les activités. Ça permet de voir ce que c'est qu'un directeur de colo, ce que c'est que l'économat, la cuisine, etc. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est quand même structuré, sérieux. Et puis sinon une logique avec cette Arwaven que j'ai cité tout à l'heure, d'ALSH, enfin de centres sans hébergement où donc les enfants viennent sur des temps en journée, et petit à petit on accompagne pour qu'il y ait une première nuitée, et on se rend compte que ça permet d'inscrire l'enfant dans un collectif d'enfants, d'adultes, et que ça le réassure aussi pour partir l'été. Alors c'est vrai que moi je suis allée en colonie toute de 4 ans à 16 ans à peu près, donc c'était le meilleur moment de ma vie. À chaque fois je voulais y retourner, j'y pensais toute l'année. Enfin, est-ce que vous avez aussi une démarche de tourisme plus durable dans les possibilités que vous offrez de voyage à vos salariés? Ça, c'est l'autre aspect de notre travail, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire émerger comme offre qui, c'est pas que les palmiers et la plage, les vacances, mais ça peut être aussi à 2 heures de chez soi, qu'il peut y avoir un vrai dépaysement, une vraie découverte. Moi, on se disait que j'ai entendu dans une table ronde, la personne veut être touriste. Moi, je pense que la notion de touriste est une belle notion et qu'il s'agit simplement d'avoir un regard de touriste dans le territoire de vie. Et que c'est redécouvrir son territoire. On a essayé de faire émerger des offres avec des partenariats rapprochés avec les parcs naturels régionaux qui nous entourent, et c'est un grand succès. Alors c'est un grand succès parce qu'on aide beaucoup. Mon voisin était presque choqué du taux d'aide auquel on arrivait. C'est-à-dire qu'on est jusqu'à 80% sur des séjours qui permettent en fait à une famille de 4 classe moyenne de partir pour 150 € sur le week-end. Ce tarif de 150 €, il est obtenu grâce à la subvention. Et ce qu'on a souhaité, nous, c'est créer des alternatives à ces séjours qui pullulent et qui, je pense, sont un vrai poison. C'est 150 € avec un vol et puis 2 nuitées ou une nuitée dans un hôtel 4 étoiles à Malte. On sait bien que le coût environnemental de ces séjours, il est inacceptable, mais le coût social l'est encore moins. C'est-à-dire qu'évidemment, les conditions de travail dans les compagnies aériennes sont celles qu'on connaît, et on peut supposer que les personnes qui sont à la blanchisserie, au ménage et à la cuisine dans l'hôtel 4 étoiles qui fait sa nuit à 50 €, elles sont plutôt indignes. Donc, pour créer une alternative et faire en sorte que nos adhérents n'aillent pas sur ces jours à 150 €, il faut créer une alternative qui soit à 150 €, qui renouvelle l'imaginaire des vacances, qui a un grand succès, mais pour avoir 150 €, c'est de la subvention, et il faut subventionner à 80% ces séjours. Oui, bonjour, Emmanuel France, directeur général de l'association Vacances Voyage Loisirs, association de coopération qui regroupe une 40aine de collectivités, dont l'objet est de mutualiser les savoir-faire et de faire vivre le droit aux vacances pour les publics enfants, adultes et seniors. C'est toujours 40% des Français qui ne partent pas en vacances. Tout à fait, malheureusement, 40%, et c'est encore plus notamment sur l'hiver. Il y a encore plus de personnes qui ne partent pas. Donc heureusement qu'on peut, grâce aux villes, permettre à ces populations de pouvoir partir dans leur patrimoine ou plus loin, à l'étranger parfois. Alors qu'est-ce que vous avez vu émerger comme bonne pratique, on va dire ? Aujourd'hui, les bonnes pratiques, c'est qu'il y a une mobilisation des collectivités sur le droit aux vacances, et on se rend compte que de plus en plus de villes ont saisi le bienfait du départ pour leur population et souhaitent maintenir ces départs-là en les finançant, en se mettant ensemble pour mutualiser leurs moyens. Aujourd'hui, oui, on a des patrimoines qui sont mutualisés, une dizaine de patrimoines qui appartiennent à différentes villes, Bagneux, Vitry-sur-Seine, Orly et d'autres, qui ces patrimoines sont conservés, mais permettent à d'autres villes de les utiliser, ce qui permet une économie générale de projet et de garder ces patrimoines qui, s'ils n'étaient gardés que par une seule ville, seraient parfois vendus. Le truc émouvant, moi, c'est chaque été quand je me déplace sur les centres de vacances et que je vois le sourire des enfants. On sait pourquoi on bosse et on voit vraiment la transformation des enfants.
Bonjour, Marc Pili, je suis le délégué général de l'association Vacances Ouvertes, qui est une association qui a une trentaine d'années et qui a pour objectif de faire de l'inclusion sociale par le biais du projet Vacances. Et notre histoire est pourtant très liée à un grand nom du tourisme social, c'est VVF, puisque il y a 30 ans, VVF crée Vacances Ouvertes comme pouvant être sa fondation pour justement faciliter l'accès aux vacances. Et de sa question importante, être comme tout le monde. Et pour nous, les vacances, c'est un outil à une finalité. Avec les vacances, on traite la finalité citoyenne. Donc l'idée, c'est de dire que tout le monde doit partir en vacances parce que ça fait partie d'un droit et que si on n'y va pas, on est exclu de la société aujourd'hui. Exactement. Quand on part en vacances, on a quelque chose à raconter. Et quelque chose à raconter de positif. Donc ça veut dire que celui qui écoute va aussi avoir une posture positive. Je vous invite à aller sur la Fondation Jean Jaurès, il y a une petite note qui a été produite par Vacances Ouvertes sur si les vacances m'étaient comptées. Et là, on a un peu de verbatim, et donc c'est un jeune homme qui dit « J'imagine ma vie d'adulte autrement. J'ai donc eu le courage de démissionner et j'ai commencé ma formation d'aide-soignante, donc c'est une femme, en septembre 2021. Je suis très heureuse d'avoir fait ce choix et je me sens épanouie. Les vacances, le déclic. Parce que la question des vacances, c'est pas qu'un chèque que l'on fait, c'est aussi un travail sur soi. J'ai un autre exemple. Donc c'est les vacances qui lui ont permis de se reconnecter à elle et de changer. Tout à fait. Autre citation, ces vacances m'ont permis de mettre de l'ordre dans mes idées, de confirmer mon projet et mes ambitions professionnelles. C'est comme les vacances, c'était vraiment une respiration vitale à l'être humain pour continuer d'avancer dans sa vie. Tout à fait. Et il y a un élément extrêmement important pour éviter les stigmatisations. On ne parle pas de personnes en situation de précarité, on parle de vacanciers néophytes. C'est-à-dire qu'il y a des codes culturels pour les vacances. Faire de l'épargne pour pouvoir avoir les budgets, s'autoriser à lever les freins qui s'appellent situation de précarité, je ne reconnais pas le droit, les auto-interdictions. Et aujourd'hui, on voit bien que la question vacancière peut transcender des politiques d'aide à l'emploi. Regardez la question, les deux personnes qui ont cité, ça a confirmé mon projet professionnel. Demain, France Travail devrait se saisir de la question des vacances comme étant un outil de remobilisation. Vacances Ouvertes travaille sur les questions d'estime de soi. J'ai jamais vu quelqu'un, le moral dans les chaussettes, capable de décrocher un emploi, un stage ou autre chose. Donc c'est des éléments. Par contre, c'est que la codification qui est liée à la question des vacances, aujourd'hui on n'en perçoit qu'un seul prisme. C'est on part, point. Non, qu'est-ce que ça produit ? Et donc, avec des collectivités du bassin minier, on a travaillé sur cette question. Est-ce que le fait qu'une collectivité locale, et ça rejoint ce que disait mon collègue, qui s'approprie les vacances, est-ce que le citoyen va percevoir différemment la commune? Ce qui ressort, c'est que ça va mieux. La vie des quartiers est apaisée. Tous ces enjeux que l'on cite aujourd'hui comme étant des dangers absolus, peut-être que la question vacancière serait posée pour le vivre ensemble, ça aurait peut-être une vision un peu différente. Mais peut-être que ceci est un autre sujet. Moi, ce qui me plaît dans le sujet qu'on a évoqué, c'est que finalement, et Heidi Sevestre, elle en avait parlé ce matin, elle a évoqué le tourisme comme étant une plateforme de sensibilisation extraordinaire. Et c'est vrai que via l'éducation populaire, le fait de pouvoir véhiculer des messages à des jeunes qui partent en colonie de vacances, on peut travailler la mixité sociale, on peut faire passer des messages autour de des bonnes pratiques, d'être un éco-citoyen. Et donc, c'est aussi important de pouvoir travailler davantage l'accueil des jeunes. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.